Cher maître, honorable assistance, bonjour. Donc, permettez-moi de partager avec vous ma présentation donc, sur les spécificités radiologiques et sécrétoires des germinome comme clé d'une prise en charge précoce. Comme vous savez, donc, les tumeurs germinales représentent des tumeurs essentiellement localisées au niveau des gonades. Leur localisation cérébrale est rare puisqu'elle s'observe dans 1 à 3% de l'ensemble des tumeurs intracrâniennes. Elles touchent préférentiellement l'adolescent et l'adulte jeune. Elles sont caractérisées par leur excellente réponse à la chimio et à la radiothérapie. Et donc, elles sont réputées d'être de très bon pronostic avec un taux de guérison élevé et une survie qui avoisine les 90% à 10 ans. Cette efficacité thérapeutique est conditionnée par contre par un diagnostic précis, mais surtout rapide. Or, la biopsie, donc comme on a vu ce matin, qui constitue le gold standard, représente un geste invasif, difficile à réaliser en raison des risques opératoires importants, de l'inaccessibilité de certaines localisations, mais surtout du retentissement clinique chez ces jeunes patients. Alors, pour cela, donc, à travers une revue de la littérature et l'analyse de cette cas pris en charge dans notre service entre 2011 et 2025, nous avons souhaité évaluer l'apport de l'imagerie et des marqueurs tumoraux dans le diagnostic rapide et précoce donc de ces tumeurs pour les différencier rapidement des autres types de tumeurs. Et donc par la même occasion, nous avons souhaité évaluer notre pratique diagnostique et thérapeutique par rapport à ce qui se fait, par rapport aux recommandations internationales. Alors, je tiens à rappeler, ça c'est important, donc c'est des notions qu'on doit fixer pour comprendre la suite. Donc, c'est des tumeurs, les tumeurs germinales du SNC ressemblent aux tumeurs qu'on trouve au niveau des gonades. Elles sont donc d'origine extragonadique, mais retrouvées au niveau du système nerveux suite à une migration aberrante. Donc, elles constituent un groupe hétérogène. Donc, cette plaque est importante pour la suite. Donc, on distingue essentiellement deux grands types histologiques. Ça a été dit ce matin, je vais m'attarder un petit peu. C'est très important pour comprendre la suite. Curseur, s'il vous plaît. Alors, voilà, très bien. Donc, on a deux grands types histologiques. Donc, nous avons principalement les tumeurs séminomateuses, appelées également germinomateuses ou germinome pur, donc issues de la différenciation de cellules unipotentes. Donc, unipotente, ça veut dire bien différenciée, ça veut dire qu'elle va donner naissance à des germinomes purs, d'excellents pronostics avec une histologie homogène, avec une excellente réponse à la chimio et à la radiothérapie. Et heureusement, c'est les tumeurs les plus fréquentes, on les observe dans 60 à 70% des cas. De l'autre côté, regardez, nous avons les tumeurs non germinomateuses ou non séminomateuses qui proviennent, elles, de cellules multipotentes. Donc, qui dit multipotente dit capable de donner n'importe quel type tissulaire. Souvent, c'est des tissus hétérogènes, donc qui rappellent soit des structures embryonnaires comme le tératome mature et immature et le carcinome embryonnaire, ou bien des annexes embryonnaires, comme les tumeurs du sac vitellin sécrétrices d'alpha-fétoprotéines et les tumeurs et le choriocarcinome qui sécrète le bêta-HCG. Alors, les tumeurs non séminomateuses, elles sont réputées d'être résistantes à la chimio, à la radiothérapie, avec un pronostic moins favorable, donc elles nécessitent un acharnement thérapeutique plus important. Alors, sur le plan clinique, c'est des tumeurs à infiltration lente, ce qui explique le retard diagnostique souvent enregistré, qui touche souvent l'adolescent et l'adulte jeune, avec un pic d'incidence entre 10 et 19 ans. Les symptômes dépendent de l'endroit de l'encéphale où elles surviennent. Essentiellement, ça survient au niveau de la région pinéale, donc au niveau de la glande pinéale, où elle se manifeste par un tableau plutôt aigu, donc un tableau d'HIC, mais aussi des troubles visuels, donc comme le syndrome de Parino. La deuxième localisation, c'est la région supracellaire, c'est ce qu'on reçoit, nous, le plus en endocrino, et donc c'est une localisation qui se manifeste le plus souvent de façon subaiguë, chronique, par des déficits endocriniens, essentiellement le diabète insipide, mais on peut avoir tous les autres déficits endocriniens, également docine ophtalmo par donc compression du chiasma ou infiltration du chiasma, mais aussi donc un tableau d'HIC par compression du troisième ventricule. Alors il y a d'autres localisations qu'on ne voit pas
pas nous forcément en endocrino, que nos amis neurochirurgiens les voient, donc au niveau des régions des noyaux gris centraux, mais aussi donc, au niveau du cervelet, au niveau du tronc cérébral et d'autres localisations. Alors concernant le bilan radiologique, l'IRM constitue donc le traitement, plutôt l'examen de choix, donc je ne vous apprends rien. Et donc elle peut montrer, comme je l'ai dit, des localisations pinéales, donc comme chez le cas chez ce garçon âgé de 11 ans. Donc regardez cette tumeur qui est localisée au niveau de la région pinéale, mais également donc elle peut montrer des localisations supracellaires. Donc il peut aller d'un simple épaississement de la tige, comme on voit ici, avec une prise de contraste intense après injection de produits de contraste, mais parfois donc elle peut montrer également un authentique donc une atteinte hypothalamique avec une lésion pseudonodulaire. Alors, ce qui est très important à connaître, c'est cette double localisation qui est on va dire, très évocatrice, même pathognomonique d'une donc lésion germinale. Regardez, on a une lésion donc supracellaire et pinéale. Donc, cette double localisation, cette bifocalité, elle est pathognomonique d'une lésion germinale. Elle s'observe dans 6 à 13% des cas. Alors, concernant le bilan biologique, ça a été détaillé ce matin. Les marqueurs tumoraux sont très importants, alpha-fetoprotéines et bêta-HCG. Ce qui est encore très important à connaître, il faut les faire et donc au niveau du sérum, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais surtout aussi au niveau du LCR. Même s'ils sont négatifs au niveau du sérum, il faut les rechercher au niveau du LCR. Même s'ils sont positifs au niveau du sérum, il faut les rechercher au niveau du LCR. Pourquoi? Parce que si on trouve un taux plus élevé, ça va permettre de reclasser la tumeur en une tumeur à un degré plus élevé de dédifférenciation. Voilà, donc les germinums, en général, ne sécrètent rien, ou bien ils sécrètent une faible quantité de bêta-HCG qui n'excède pas les 50 milliunités internationales. Les choriocarcinomes sécrètent plus les bêta-HCG avec des seuils qui dépassent 50 milliunités, voire les 100 milliunités. Les tumeurs du sac vitellin sécrètent l'alpha-fetoprotéine avec des taux qui peuvent dépasser, et d'ailleurs qui dépassent souvent les 1000 nanogrammes par ml. Les tératomes matures, donc quand on dit mature, ça veut dire que c'est des tissus très bien différenciés, donc ils ne sécrètent aucun marqueur tumoraux. Et les autres types, donc ils sont caractérisés par des sécrétions plutôt modérées et donc panachées, donc alpha-fetoprotéine, bêta-HCG. Alors le bilan d'extension, comme toute tumeur maligne, est très important. Donc on va chercher donc, une éventuelle présence de cellules malignes dans le LCR. Donc on va réaliser la ponction Lambert, mais aussi on va réaliser une IRM rachidienne, donc qui va couvrir toute la colonne vertébrale à la recherche de dissémination. Et on définit une maladie métastatique devant toute propagation discontinue prouvée dans le cerveau, les ventricules, par l'imagerie ou donc en péropératoire, par une cytologie positive du LCR ou par précaution devant tout bilan de stratification incomplet. Alors, pour conclure cette première partie, donc si vous avez des taux d'alpha-fetoprotéines qui dépassent les 25, d'HCG qui dépassent les 50, donc on peut établir le diagnostic de tumeur germinale non germinomateuse sécrétante de mauvais pronostic. Donc si on n'atteint pas ces seuils, si donc on a des marqueurs négatifs, on va voir un petit peu la clinique et l'imagerie. Si vous avez donc une image typique, donc une bifocalité chez un enfant qui a plus de 8 à 10 ans, qui a un diabète insipide, on peut le considérer comme un germinome sans avoir recours à la biopsie. Et sinon, si on n'est pas devant ce tableau, c'est en dernier lieu le recours à la biopsie. Alors, concernant notre série, donc, afin d'évaluer déjà notre pratique diagnostique, donc nous avons revu un petit peu nos dossiers. Donc, nous avons, à travers une étude rétrospective, transversale, donc on a revu 7 cas dans notre service, recrutés entre 2011 et 2025 avec un âge moyen de 15 ans, avec des extrêmes d'âge entre 7 et 23 ans, et donc notre échantillon comprenait 4 hommes et 3 femmes. Alors le délai, regardez, il y a un délai entre l'apparition des symptômes et le diagnostic qui était important, qui était de 18 mois, avec des extrêmes de 8 mois à 3 ans. Donc on a quand même un délai important pour poser le diagnostic.
On a plusieurs symptômes. Donc, les symptômes visuels sont en premier lieu l'altération de l'état général, les troubles du cycle essentiellement. Les déficits endocriniens sont représentés essentiellement par le déficit, donc par le diabète insipide qui est retrouvé chez tous nos patients, suivi par un déficit thyréo, ensuite cortico, gonado et somato. Tous nos patients avaient bien sûr une IRM. Nous avons objectivé chez 3 patients une localisation bifocale qui nous a permis un petit peu de poser rapidement le diagnostic. Chez un autre patient, c'était plutôt une lésion supracellaire qui a évolué vers une localisation trifocale. Chez 3 autres patients, c'était une localisation supracellaire thalamique avec des particularités. Donc la patiente numéro 5, donc au départ, c'était un simple épaississement de la tige qui a évolué vers une lésion thalamique. Et le patient numéro 7, c'est très important, donc c'est un patient qui avait une IRM tout à fait normale qui était suivie. Et 3 ans après, on a eu l'apparition d'une image qui a justifié un petit peu le diabète insipide et qui a été opérée et chez qui donc on a diagnostiqué un germinome. Donc on avait des images de dissémination chez 3 patients sur 7. Au total, nous avons retenu le diagnostic de germinome chez 5 patients sur 7, donc 2 patients devant la bifocalité et des marqueurs négatifs sans avoir recours à la biopsie, chez une patiente donc devant la bifocalité avec un faible taux de bêta-HCG. On a dit que les germinomes, même purs, on peut avoir des taux faibles de bêta-HCG qui n'excèdent pas les 50. Et donc, chez 2 autres patients, devant donc, des localisations, mais aussi une histologie. Donc, un patient, celui qui avait une localisation trifocale, il a bénéficié d'une biopsie. D'ailleurs, c'est le seul qui a bénéficié d'une biopsie. Et donc, chez l'autre patient, chez qui on a mis en évidence la lésion 3 ans après, c'était devant une chirurgie. Alors, la tumeur germinale non germinomateuse a été diagnostiquée chez 2 patients, les 2 moins de 10 ans. Donc, on a Sheima qui avait 7 ans et qui avait donc une localisation supracellaire avec des alpha-fétoprotéines supérieures à 1000, évocateur d'une tumeur de sac vitellin, de très mauvais pronostic. Et on a donc un enfant, donc un garçon âgé de 9 ans. Donc, en plus de la localisation supracellaire, on avait des marqueurs légèrement élevés et panachés, donc avec les 2 sécrétions. Alors, une seule biopsie sur 7 patients et les marqueurs tumoraux du LCR, aucun de nos patients. L'IRM médulaire pratiqué chez tout le monde était négatif initialement et la cytologie, elle a été pratiquée chez un patient. Même si on avait pratiqué la cytologie chez lui, malheureusement, nous n'avons pas pratiqué les marqueurs tumoraux. Concernant la prise en charge thérapeutique, donc ça repose sur le traitement symptomatique, comme vous le savez. Si bien sûr il y a une hydrocéphalie obstructive, il faut donc la drainer. Donc on préfère une ventriculostomie endoscopique du V3. Et donc, si elle n'est pas réalisable, on va faire un drain ventriculaire externe qui est préférable à une dérivation définitive parce que si on met un drain définitif, qu'on sera obligé de l'enlever rapidement parce que le patient est guéri, ce n'est pas très intéressant. Et bien sûr, donc, il faut prendre en charge les déficits endocriniens. Concernant les options thérapeutiques, donc on va les voir rapidement, ça a été dit ce matin. Alors la radiothérapie est obligatoire, on est bien d'accord, c'est le traitement de première intention, et pour les germinants purs, et pour les germinomes, et ce qu'on appelle les tumeurs non pures ou les tumeurs germinales non germinomateuses, excepté, donc à l'exception des enfants, parfois les enfants moins de 6 ans, on opte d'abord pour une chimiothérapie. Pourquoi ? C'est pour éviter les effets, surtout neurologiques, à long terme. Concernant la chimiothérapie, elle est indiquée surtout dans les germinants purs lorsqu'ils ne sont pas métastatiques. Et donc elle est indiquée dans toutes les autres formes de tumeurs germinales non germinomateuses. Quel est le but de la chimio ? On ne donne jamais la chimio seule, sauf chez l'enfant. Le but de la chimio, c'est de réduire la dose de la radiothérapie et les champs d'irradiation. Alors là, c'est le protocole donc, de la Société internationale d'oncologie qui est appliqué depuis 2018 jusqu'à ce jour. Donc ils appliquent 4 cycles alternant carboplatine et toposide, isophosphamide et étoposide,
hyposide, avec donc une irradiation donc, ventriculaire totale de 24 degrés et un boost selon réponse. C'est-à-dire, le boost n'est pas systématique, contrairement à ce qui était fait avant. Donc, le boost tumoral était systématique et l'irradiation crânio-spinale était systématique. Donc, finalement, on a cette désescalade thérapeutique qui a permis d'avoir une moindre toxicité et une meilleure survie, puisqu'on est à 95%, et donc là, on est bien dans les tumeurs germinales pures. Pour les autres types, donc les tumeurs non germinomateuses, là, on est plus agressif. Donc, on va donc vraiment donner de fortes doses donc de chimiothérapie et avec des champs d'irradiation plus importants, des doses d'irradiation beaucoup plus importantes pour essayer un petit peu de les contrôler. La chirurgie a sa place, notamment dans le traitement des tératomes. C'est le seul, si vous voulez, garant de guérison, parce qu'ils sont très peu chimio- et radiosensibles, mais aussi dans les tumeurs germinales non germinomateuses, si donc on a un échec à la chimiothérapie, et dans les germinants purs, quand on suspecte une association à un tératome, ou quand on a un résidu tumoral important dont le diamètre dépasse 2 cm. Concernant notre conduite pratique, si on veut la comparer aux données de la littérature, alors donc de nos patients, donc on va commencer par la série, donc les cas des germinomes, au nombre de 5. Donc sur 2, ils ont bénéficié d'un protocole de chimio-radiothérapie. Le troisième, donc celui... Donc il avait 23 ans, donc le cas, donc celui-là, il a bénéficié uniquement d'une radiothérapie, c'était un germinant pur, sans chimiothérapie parce que la maladie était déjà métastatique. Et donc chez le patient chez qui on avait une image qui est apparue 3 ans après, il a été d'abord opéré. Ensuite, il a bénéficié d'un protocole de chimio et radio. Regardez, les protocoles de chimio et radio sont très, très différents d'un patient à l'autre. Une patiente, la dernière qu'on a eue cette année, et elle est âgée de 18 ans, on a posé chez elle le diagnostic devant une bifocalité des marqueurs négatifs, on l'a adressée pour chimio, elle a été récusée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la NAPAT, on n'a pas la biopsie, on l'a adressée en neurochir, personne ne voulait la faire. Aux dernières des nouvelles, donc elle est à l'étranger et elle va recevoir sa chimiothérapie. Alors l'évolution était favorable chez 3 patients sur 4 suivis pour tumeur germinale, et donc avec des durées de vie de 2 à 13 ans, on a eu un seul décès, donc celui d'ailleurs le seul qui a bénéficié d'une biopsie, il est décédé. Alors sur les 2 tumeurs non germinales, la tumeur du sac vitellin et la tumeur germinomateuse mixte, donc les 2 enfants avaient moins de 10 ans, les 2 malheureusement sont décédés. Alors, les points faibles de la prise en charge observés dans notre étude, on en note plusieurs. Donc, absence de dosage des marqueurs tumoraux dans le LCR et absence d'études de cytologique dans pratiquement la majorité de nos cas. Un manque de coordination entre les spécialités, ce qui retarde beaucoup donc, le temps. Un retard majeur dans la programmation, donc une hétérogénéité des protocoles et un recours très limité à la biopsie. En conclusion, donc, les tumeurs malignes, les tumeurs germinales sont des tumeurs malignes à excellent pronostic, à condition que le diagnostic soit précoce et précis. L'imagerie et les marqueurs tumoraux sont très très importants. On a eu plusieurs lacunes dans notre, on va dire, pratique, et donc il est très nécessaire et plutôt urgent de structurer donc un parcours de soins qui donc englobe tous les acteurs impliqués dans la prise en charge de cette pathologie. Et je vous remercie.